Allez. Euh, alors, Jonathan, déjà, moi, je te vois circuler dans le milieu, dans le domaine du customer success depuis super longtemps. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, je crois que tu y étais déjà. Je n'osais pas Ouais. t'approcher, mais je te voyais déjà. Et donc, tu as vachement de recul sur le milieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui quelle est ta vision du Customer Success Management? Euh, Elle est large. Alors, je trouve déjà avec le temps, elle s'est épanouie. Ça, c'est le premier truc. Quand je dis elle s'est épanouie, c'est que à une époque, on avait vraiment deux nominations. On avait les AM et on avait le support client. Enfin, c'était basta. Maintenant, on a 1 milliard de nominations et c'est d'ailleurs hyper dur de s'y retrouver. Heu, mais si on a 1 milliard de nominations, c'est qu'elle s'est épanouie. C'est que, le métier a changé, le métier a évolué. Il y a souvent plus de responsabilités, d'accord? Il y a souvent des crosses, entre, par exemple, sales et un customer success manager, où il va faire de l'upsell, cross-sell, alors qu'avant, on confiait ça vraiment qu'aux, sales. Il va faire de l'opérationnel, il va mettre en place, potentiellement des funnels opérationnels, il va mettre en place des funnels, pour le client, final qui va utiliser SaaS et à proprement parler, il va accompagner un client. Donc mon premier point, c'est que il a vachement évolué. On lui a donné plus de responsabilités, mais en 2023, ça reste très fouillis. Ça reste très dur de déterminer, ce qu'est vraiment et c'est pour ça la première question, un CSM, un account manager. Est-ce que ça reste CSM quand on fait, autant de ventes et qu'on est incentivé peut-être à 50 de nos KPI sur les ventes? Enfin voilà. Ça, c'est le 1er truc. Après, sur 2023, il y a quelque chose qui aussi, va changer par rapport potentiellement à tout ce qui va être support. C'est que c'est très dur de remplacer un CSM, pour moi, hein, avec de l'IA. Il y a beaucoup de relationnel client, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'empathie, il y a énormément de choses qui font qu'en tout cas ça changera pas en 2023, c'est pas changé jusqu'à maintenant et c'est pas prêt de changer. Hem Mais il y a toujours ce fameux tronc commun. Qu'importe l'évolution que ça a généré, ces dernières années, où à la fin on avait vraiment je dirais pour moi un AM, un CSM, c'était, juste de l'accompagnement sur, tout se passe bien et en fait, c'était toujours le même qu'on avait en interlocuteur. C'est plutôt ça. C'était un sorte de support, mais centralisé sur une personne. On redirigeait toujours les mêmes clients vers les mêmes personnes et on a toujours ce tronc commun d'accompagnement, de connaissances, d'empathie, mais ça reste fouillis, on commence à le structurer, on se rend compte de ça. On Comme on l'a vu, il y a des écoles qui se sont créées l'année dernière. Alors je sais pas si elles datent de plus longtemps que l'année dernière, mais en tout cas, j'en entends parler que depuis l'année dernière et encore milieu, fin d'année 2000 dernière de l'année dernière, donc ça, c'est cool. Hem J'ai pas approfondi. Je sais pas quels sont, si on n'y parle que de tronc commun ou si on va y parler d'opérationnel, de management, d'upsell, cross-sell, d'outils. Voilà, j'espère un peu de tout parce que, sinon ça veut dire qu'on n'a pas évolué sur 2023. Mais voilà un peu ma vision du Customer Success Management en 2023. C'est plus de responsabilités, mais un plus grand fouillis qui commence à se structurer avec des écoles. J'en profite pour poster dans un nouveau sondage pour savoir qui a fait une école de Customer Success Management parmi vous. Effectivement, je te rejoins complètement. C'est une nouveauté dans notre industrie aujourd'hui, ces écoles. Et effectivement aujourd'hui, le CSM, on lui demande plus de choses, notamment parce qu'il a on attend plus de choses de sa part. J'aimerais t'interroger sur la partie des différents rôles. Aujourd'hui, on parle d'onboarding manager, de renewal manager, d'enablement manager. Pour toi, ça veut dire quoi? Et est-ce que c'est bien toujours, on parle bien toujours d'un rôle de CSM? Alors, on parle toujours d'un rôle de CSM. Parce qu'en fait, c'est un rôle qui va être hybride. Le CSM a toujours, comme j'ai dit ces dernières années, devient de plus en plus hybride. C'est pas grave, on peut pas lui attribuer un nom particulier. Et pourquoi on lui attribue un nom, un rôle de, enfin, la nomenclature basique CSM, c'est parce que sinon on arriverait à trouver personne quand on poste une annonce de recrutement. C'est aussi simple que ça. Si on tape dans Welcome to the Jungle et on veut dire que allez, on a un nouveau poste,
c'est cross-sell opérationnel, j'en sais rien. Un truc où on a moitié cross-sell, moitié opérationnel. En fait, personne va chercher ça dans la barre de recherche de Welcome to Jungle. Donc, ils vont taper CSM et derrière, on peut venir y ajouter en effet nos spécificités. Donc, on le regroupe en CSM parce qu'à la fin, c'est après la vente, mais c'est pas du support. D'accord? Donc, si c'est après la vente, pas du support avec de l'accompagnement spécifique, une connaissance client, une connaissance produit plus approfondie, et cetera, on appelle ça du CSM. D'accord? Qu'importe après s'il va faire de l'accompagnement sur du cross-sell, sur de l'opérationnel, sur de la mise en place d'un outil spécifique avec des paramètres, s'il va mettre en place toute une chaîne logistique pour le réapprévisionnement de matériaux auprès d'un client. Enfin, on n'en sait rien. Si c'est entre les deux, c'est CSM. Alors justement, j'en profite pour repartir sur le sondage qu'on avait posté au début. Est-ce que la différence entre CSM et Customer Support est claire? Est-ce que cette différence est claire? Et les réponses, c'est du 65% oui, 35% non, c'est pas clair. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous donner un peu une vision de quelles sont les attentes envers un Customer Success Manager, quelles sont les attentes envers un Customer Support Manager? J'ai ma petite idée, mais je te laisse dire. Ouais. Premièrement, est-ce qu'elle est claire? Non, mais elle n'est pas claire par rapport à toutes ces nomenclatures qu'on va donner. Tout ce qui va être support, on va avoir support, customer représentative, customer care, customer love. À la fin, il y a toujours le fameux customer, d'accord? En CSM, on va avoir account manager, on va avoir CSM, on va avoir customer love, qui va être en fait un customer success, vraiment, parce que le customer care, customer love, ça peut être exactement la même chose qu'un customer care. Et donc, à la fin, vu qu'on a mis Love, Care, représentative, avec des descriptions de postes qui sont parfois sur du support, parfois sur du CSM, d'accord, ou sur la compte management, et ben en fait, les gens n'arrivent plus à faire la différence. Hier, j'étais avec un client et on en parlait parce qu'il avait une équipe support. Enfin, il a une équipe support. Il me dit, je veux mettre une équipe cross-sell et je veux mettre une équipe success en plus de mon équipe sales. Et en fait, je lui ai dit, mais tes nomenclatures, tu en as 3, elles sont identiques. Enfin, ça va être impossible de recruter. Et puis, tu vas t'y perdre. Enfin, voilà. Donc, très, très dur en termes de nomenclature de faire une diff aujourd'hui. Alors, après, on a vraiment le CSM, AM, VS, support pur, d'accord. Et qui, pour moi, care, c'est la même chose. Hein, c'est pas, ça va pas dans le succès. Et les attentes sont différentes. L'attente que je vais dire qui va être vraiment différente, c'est l'attribution d'un, pour moi, c'est ma vision, hein, l'attribution d'un compte à un CSM vs le support. Il est censé être capable de traiter n'importe quelle question rapidement et de passer à autre chose. D'accord? Si limite s'il n'y a pas, alors il faut toujours un historique, mais limite s'il n'y a pas d'historique, c'est moins important. D'accord? Alors qu'un CSM, il va vraiment accompagner, il va vraiment connaître, il va avoir une relation plus profonde et généralement, on lui attribue un compte spécifique, enfin plusieurs comptes spécifiques, mais c'est son panel de comptes. Alors qu'un support, non, jamais. Il n'y a pas de besoin de connaissance du client pour répondre à un problème, alors que le CSM, il a une besoin de connaissance du client pour répondre à un problème. Je rajouterais également la notion de proactivité et réactivité. Quand on me pose perso la question Customer Support versus Customer Success, le success, il est dans la proactivité. Comment on fait pour que le produit aide le client à atteindre son desired outcome, tandis que le département support va être dans la réactivité. Vous avez un problème, vous êtes venu nous voir, comment on fait pour le régler? Je Donc, suis pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où pour moi, la proactivité doit être partout. Oui, Euh, oui, Elle c'est doit sûr. être partout. Je te donne un exemple. Deliveroo, donc comme j'ai monté Deliveroo de zéro à plus de 400 personnes dans le succès et support, d'accord? On avait de l'accompagnement des restaurants, on avait de l'accompagnement des grands comptes et on avait du support classique. Et en fait, même dans le support, j'ai mis de la proactivité et je demande à tout le monde de mettre de la proactivité partout. Exemple, la commande à l'aller arrivait en retard. Au début, on appelait avant même que le client nous appelle en disant, désolé, votre commande va arriver en retard. C'est du support, on n'a pas besoin de connaître le client, il n'y a pas d'accompagnement. C'est du CX. Enfin bon, c'est un autre débat, Ouais, mais ouais, pour moi, c'est exactement. du customer experience C'est ça. et ça va pas être le job d'un support adjoint. Mais Et c'est ça. C'est ok. pas à lui de réfléchir à ça, c'est pas à lui de mettre en place ça, c'est pas à lui d'aller fouiller. Il a juste à exécuter en effet une action comme une action de support.
j'ai une petite question de suivi. Tu parles des missions, du listing des missions avec l'entreprise avant de dresser une recherche pour un candidat CSM. Les entreprises qui vont recruter leur premier CSM ou qui vont commencer à s'étoffer peuvent, mais c'est assez rare en tout cas à ma connaissance, avoir une compréhension et une vision claire de ce qu'ils recherchent en termes de mission. Ils vont dire bah, accompagner le client, réactivité. Ils ne savent pas en fait ce qui est censé faire un CSM. Ils savent il leur en faut un, mais ils ne savent pas ce qu'il doit faire. Comment tu gères ça? Bah, il y a quand même les 2 pans. Enfin, il y a 3 pans. Il y a opérationnel pur, il y a avec de la vente et il y a accompagnement. Déjà, ça, généralement, ils le savent et ça nous permet tout de suite de cibler un profil. Opérationnel, il faut qu'il sache à tout prix maîtriser les outils comme Google Sheet, et cetera, et cetera. Il faut qu'il soit structuré. On va lui poser des questionnaires très structurés. La vente, forcément, je vous ai dit, je vous en ai parlé il y a 2 minutes. Et accompagnement, bah, c'est cool avec empathie, discussion. De toute façon, ça peut se détecter durant un entretien. Déjà, si on arrive à détecter un de ces 3 vrais besoins qui aujourd'hui découpent assez bien le CSM, on part, dessus et après, c'est là où on va valeur, fit avec le produit, et si le besoin est et ça arrive tout le temps, au moins une fois sur 2, le besoin est pas clair sur et je le marque parfois, en fonction enfin évolutif en fonction, du besoin client et ben à ce moment-là, on va aller chercher un profil qui est smart. Un profil tout simplement où on sait que il a pas peur et par exemple, une de mes, questions favorites qui détermine ça, c'est: «Qu'est-ce que tu as appris au cours des 3 derniers mois?» Sur tous les sujets et en fait, s'il va me dire: «J'ai appris à faire, je sais pas, une intraveineuse et puis j'ai en même temps, vu qu'avec ChatGPT, on pouvait faire ça» et puis et qu'il a vraiment appris, des choses, mais de tout et n'importe quoi, qu'il est curieux, OK, là, il peut rentrer dans la case du 50. On sait qu'il va évoluer avec le client. Mais si, s'il répond pas à cette question-là, je prendrai pas le risque. Enfin, s'il répond pas bien à cette question-là en me disant juste, «J'ai appris, sur moi-même un petit peu», voilà. Là, je sais que, ces profils-là, ils vont juste suivre et ils vont pas être meneurs et s'ils sont pas meneurs, ça va être difficile de les faire, avoir de l'autonomie. Question de suivi. Donc, comment tu identifies une fois que tu as recruté le CSM, tu vois qu'il est smart, qu'il s'intéresse aux produits, etc. Comment tu identifies un bon CSM? C'est quoi un bon CSM? Bon, dans les faits, un bon CSM, c'est celui qui a zéro churn. Hem, Ça, c'est la base. Qu'importe les actions, à la fin, le but d'une boîte, c'est générer, du chiffre d'affaires, d'avoir des clients heureux et donc de ne pas en perdre et donc à la fin, il y a des stats quand même. Il y a des stats. Après comment l'identifier avant d'avoir ces stats-là? On va plutôt parler de ça. Un bon CSM, c'est quelqu'un qui est amoureux du produit. Pour moi, c'est un peu comme un CSM, pour moi, en vrai, je l'identifie à un commercial. Un commercial, s'il aime pas son produit, il va avoir du mal à le vendre ou à convaincre et à s'auto-convaincre et donc à être motivé à venir travailler le matin, à en parler aux clients, à accompagner le client sur le produit. Il faut vraiment qu'il y ait un fit avec le produit. Ça, c'est avant même, avant même d'avoir ces stats-là. Hem, Ensuite, bah, la fibre de l'empathie, de l'accompagnement du client, celui qui donne tout pour, résoudre un problème. Ça fait partie des gars qui, quand il y a un problème, ils se lèvent, ils vont voir la tech tout de suite et ils sont pas là juste à s'auto-plaindre. Ils vont là et ils vont se battre avec la tech. Ils vont dire: «Non, mais c'est n'importe quoi, client, ça fait 3 fois qu'il bug, alors vous me dites que ça marche, mais moi j'ai un screenshot que non» et il va vraiment se battre parce qu'il croit au produit, parce qu'il croit en tout, il croit en la boîte et il est convaincu et donc forcément, il va tout donner. Ça, pour moi, c'est un CSM qui mérite d'être accompagné, qui mérite, même si au début, il a pas les bonnes, stats, qu'on l'accompagne, qu'on le forme, voilà, qu'on le motive, parce que ça va être le meilleur CSM par la suite, avant d'avoir les stats. Et du coup, si on prend le problème de l'autre côté, comment tu identifies un CSM en difficulté une fois qu'il est recruté? Et comment tu fais pour résoudre ça avant d'arriver à des mesures plus drastiques? Hem Bah, en effet, les mesures drastiques, de toute façon, elles interviennent que si, il y a un problème pour moi de fit avec les valeurs de la boîte. Pas vraiment
de, de compétences ou de formation ou d'information. D'accord? S'il y a un problème d'expérience, formation ou information, si la personne est amoureuse du produit, se bat avec la tech, et cetera, c'est là où il faut se battre pour le former et donc comment voir s'il a des lacunes tout simplement, avec les datas, hein. La durée des appels, les churns, la demande à parler à un supérieur, enfin de transfert et cetera. On le voit très vite, d'accord? Une personne qui a des churns, une personne qui a du mal à rattraper un churn, une personne qui a du mal à accompagner, une personne qui ne connaît pas le produit, eh ben, on peut l'accompagner. Pour moi, ça, c'est le problème aussi aujourd'hui un peu, c'est qu'on accompagne les gens, quand je vais voir dans des boîtes que j'aide, ils accompagnent les gens avec des ressentis, avec des conseils, avec des réunions et ça ne fonctionne pas parce que c'est pas factuel. Hem Je donne un exemple tout bête. Vous devez, pour le coup, peut-être connaître l'audit qualité normé ISO 18295, qui est, donc dans les centres de relations clients, une norme, une grille qualité, d'accord? J'ai vu des personnes avec vraiment, hein, 5-6 ans d'expérience qui n'avaient donc jamais, subi cet audit qualité. Quand je dis subi, plutôt, c'est une bonne chose, qui n'avaient jamais été audités avec cette grille et à la fin, on avait des mauvaises stats, des mauvais retours des clients, et cetera et en effet, on essayait de enfin les clients essayaient de l'aider en mode: «Ah bah, j'ai entendu un appel, ce serait bien que tu fasses ça». Non, c'est pas factuel. On prend la grille, on l'audite sur un certain pourcentage et derrière la grille va nous dire exactement si c'est des problèmes de fond, si c'est des problèmes de forme, si c'est des problèmes de ponctuation, de temps, de nin et en fait, tout est découpé, c'est normé, c'est calibré, c'est hyper clair et à la fin, on peut lui dire: «Voilà, ton plus gros problème, c'est vraiment l'IS4», c'est un des critères par exemple et c'est au moment de la compréhension et de la reformulation, tu ne fais jamais de reformulation. Et là, on peut lui dire des datas. Et en fait, derrière, on peut aussi monitorer l'évolution. Alors que si on fait juste par ressenti, quand on va lui refaire un point derrière, ça va être un ressenti. Ça va être, ouais, je trouve que tu t'es pas vachement amélioré. Non, moi, je peux lui dire, sur les 150 appels que tu as effectués, tu étais à un score de 55% sur les S4, tu es monté à 75%. Il y a encore du travail à faire. Le travail à faire, c'est ça, ça, ça. Et les prochains appels, fais bien attention à ces critères-là, tu vois. J'entends, mais les normes qui existent dans les call centers ne sont pas des normes qui existent dans les départements de Customer Success Management. Alors, ça existe. Parce que j'auditais, tous les appels. Tu peux en fait, c'est une norme d'appel ou d'écrit, qu'importe si elle est, à l'externe ou à l'interne et d'ailleurs tous nos clients, aujourd'hui, il y en a pas un seul qui n'utilise pas notre grille qualité en interne aujourd'hui. Ça permet déjà de comparer, et de s'assurer que les 2 sont au même niveau. Et ça permet surtout d'avoir quelque chose de structuré, stable, cohérent en interne, de pouvoir faire évoluer les personnes qui ont des difficultés versus des réunions avec des ressentis, le voisin qui dit: «Ah bah non, mais moi je trouve que, ça, tu le fais mal», alors qu'en fait on n'en sait rien. Ça se trouve il l'a mal fait sur un appel, ça l'a choqué, mais rien à voir avec vraiment le problématique qu'il a. Hem et si, j'ai beaucoup de clients qui le alors, j'ai pas beaucoup de clients qui le faisaient avant en interne, j'en ai 2 seulement pour le coup, qui avaient payé un outil pour ça. Le problème, c'est que les outils sont très chers, ça demande beaucoup de temps, ça demande des personnes formées dessus et en fait, on a rarement les moyens en interne de le mettre en place, malheureusement. Mais quand on veut accompagner une personne, si à ce moment-là, on n'a pas les moyens de le faire sur du long terme, on va choper une grille qualité, on le fait sur du court terme avec une personne qu'on souhaite accompagner et qu'on sait qu'elle a le potentiel, on le fait sur l'espace de 2 mois et basta. On n'est pas obligé de mettre en place tout un truc avec des auditeurs qualité et j'en passe. Ok, très clair. Je te propose d'aller dans le concret Mhm. et de parler des solutions concrètes pour que ton CSM se démarque ou que toi, en tant que CSM, tu te démarques. Quelle est la chose la plus importante qu'un CSM ne doit pas oublier Euh, dans sa relation client? le plus important, c'est la connaissance du client. Euh, Et on peut même essayer de la faire en proactive, cette connaissance du client avant même d'avoir eu, une première fois et de toute façon, il faut la faire en proactif. Je vous raconterai après l'histoire d'un hôtel que j'avais été voir, pour le CRM meeting à Cannes.
Et on a eu la conférence donc du directeur de l'hôtel Barrière qui nous a fait une superbe intervention. Mais tout ça pour dire la connaissance client. Si on a la connaissance client, la connaissance de ce qui s'est passé, la connaissance de pourquoi il a signé, la connaissance de comment ça s'est déroulé, et cetera, si on a la connaissance de ses anciens problèmes ou de ses les trucs qu'il aime aussi, c'est aussi faut voir. Heu, Tout de suite, on va arriver à instaurer une relation de communication qui est le plus important donc et ça va être fluide. Tout va être fluide. Il y aura une sorte de confiance qui va se créer, une communication qui va se créer, tout ça par la connaissance client. Le truc le plus horrible et donc à l'inverse de ça, c'est que d'avoir un client au téléphone et de ne même pas savoir qui c'est parce que c'est juste un numéro de téléphone. Ensuite, une fois qu'on l'a, d'aller chercher dans la base de données, l'historique et cetera. Enfin, là, on a une expérience client qui est horrible. Donc le plus important pour un CSM, avant d'appeler un client, c'est bien vérifier que tout s'est bien déroulé. S'il y a un petit trou, genre il a appelé parce qu'il aurait un problème sur son ça, nanana, on va voir la tech, on s'assure que c'est bien résolu, on rappelle le client avant de faire un cross-sell, avant de faire quoi que ce soit, avant la mise en place de quoi que ce soit. Si on prend un premier dossier, eh ben avant, on va s'assurer avec, on appelle le sales. OK, c'est quoi? Il aime quoi? C'était comment dans son entreprise? Comment tu t'exprimes avec lui? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je dois le vous voyez? Est-ce qu'il préfère le tutoiement? On apprend. Et ça, si on peut le structurer, c'est mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets en place une équipe de CSM avec les sales, j'étoffe le questionnaire que les sales doivent remplir dans la fiche client. Il préfère le tutoiement, vouvoiement, il a un chien, vous avez parlé des enfants, enfin et tout. C'est tout bête, tous les commentaires et souvent, c'est la bagarre à essayer de choper le maximum d'informations du sales. Donc vaut mieux lui prémâcher le travail, d'accord? Et s'il l'a pas fait, on l'appelle. Tu as pas rempli, comment ça s'est déroulé ta signature? Qu'est-ce qu'il veut? Comment? Et quand on l'appelle, on le connaît. Et donc c'est la connaissance client qui est pour moi est le game changer. Et donc, par exemple, l'histoire de l'hôtel Barrière, qui est très drôle quand je disais proactivité. Donc, un jour, je suis invité au CRM Meeting de Cannes. On va à l'hôtel Barrière. Méga chance, le directeur était dispo et prend le micro et il nous raconte. On lui pose la question, en effet, bah, comment vous arrivez à faire pour améliorer l'expérience client, d'accord? Et en vrai, c'est pas juste des réceptionnistes, hein, c'est des CSM++, hein, à l'hôtel Barrière de Cannes, hein. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont la nuit, vu qu'il y a moins de personnes et moins de flux, utiliser leurs ressources humaines pour aller fouiller dans les réseaux sociaux et sur internet sur, les clients qui arrivent et qui vont donc faire le check-in le lendemain, mais sur des informations personnelles. Et c'est pour ça qu'on a posé la question parce que juste en face de moi, j'ai entendu le réceptionniste parler du chien du client avant même que le client se dise bonjour, quoi. Ah, il va mieux et là, il a sorti le nom du chien et j'ai halluciné. Je me suis dit: «Putain, il les connaît vachement bien» et moi, j'ai posé la question, j'ai dit: «C'est un client habituel?» Il m'a dit: «Non, on a notre fiche client, on sait à l'avance, on sait les anniversaires des enfants, on sait le nom du chien, on sait ce que le chien, il aime» et en fait, ça ne alors c'est un monde que je ne côtoie pas, mais ça ne choque pas le client que l'hôtel se soit renseigné dans la vie privée, et connaisse ces informations-là, c'est normal pour un client, de ce standing-là Et tu et penses il aussi l'attend. que ça peut passer dans une logique B2B? Mais bien sûr, bien sûr. Hem, on parlait de alors après pas au même titre, hein, mais, on sait très bien que, les relations qui marchent le mieux en CSM, c'est quand on s'amuse avec le client au téléphone, quand il a ses enfants derrière qui font du bruit et qu'on lui dit, «Ah bah, ils sont pas à l'école aujourd'hui, ah bah non, il était censé être malade, nin et que la fois d'après, quand on le rappelle et qu'on l'avait noté, on lui dit: «C'est bon? Vos enfants vont mieux?» et bah là, qu'importe le problème que le client il a pu avoir, même si son app elle a été down pendant 2 jours, ça va le faire sourire. Alors Jonathan, dis-moi, c'est quoi le type ou outil que tu donnerais aux head of CSM qui vont voir cet échange et qui veulent améliorer drastiquement leur pôle Customer Success Management? Ouais, il y a quelque chose il y a 2 trucs qui me tiennent à cœur, mais je vais en parler d'un, principalement. Heu, L'écoute client. Je j'ai été encore il y a 2 mois de ça à un event, hem et c'était très cool parce que c'est un event assez privé. Il y avait le head of, expérience client de Decathlon, de Orange, et j'en passe
Et en fait, le but, c'était la voix client, d'accord? Et un truc qui m'horripile, c'est que tout le monde écoute son client avec le NPS, les questionnaires de satisfaction, enfin, c'est une horreur. À la fin, le meilleur sondage peut, à la rigueur, recevoir 12 de réponses, d'accord? Le meilleur enfin, questionnaire de satisfaction et donc ça veut dire qu'on écoute 12 et qu'on n'écoute pas 88. Et donc si, je dois donner, pour moi le meilleur truc, le meilleur tips pour mettre en place, une expérience client en CSM de dingue, c'est donc la proactivité et de mettre en place des triggers sur nos outils. On a tous un SaaS, un outil, un produit. On a tous en tech, des data, d'accord, qui ne sont jamais exploitées. Je vous donne l'exemple de Yavin, d'accord? Hier, j'y étais, je les adore et ils sont en train de mettre en place ça, donc c'est cool, d'accord? En gros, c'est un TPE, ils ont toute la data et en effet, ils ont le NPS, le CSAT et j'en passe et ils écoutent 12 de leurs clients comme en vrai Decathlon, Orange et cetera et personne fait la partie des 88. Et comment mettre en place donc cette écoute client et cette proactivité pour appeler le client avant même qu'il se passe quelque chose? C'est on demande à la tech de nous sortir de la data. Exemple, Yavin, ils ont un TPE. Si à un moment donné, je vais dire à la data, bah, dès qu'il y a un client qui a moins de 50 d'encaissement, vous me donnez un moins 10 points sur ce client-là. Et ils démarrent tous à 100 points. Et puis, si il ne se connecte pas à son TPE pendant 2 jours, vous allez me donner moins 50 points. Et puis, s'il ne se connecte pas pendant une semaine, c'est moins 100 points. Et en fait, on va venir faire un score du client par rapport à sa vraie utilisation. Euh, et pas par rapport à il a dit qu'il était content ou il n'a pas dit qu'il était content. Parce que si on attend le questionnaire ou si on attend le churn, c'est trop tard. Chez Wavy, par exemple, j'avais mis ça en place. Wavy, on a fait un test, on a rappelé tous les clients qui ont churné. Je vous jure, il y en avait des centaines. C'est normal, il y a eu des gros problèmes opérationnels avant que j'arrive. Et donc, on a réussi à en sauver un seul, d'accord, sur tous les clients. Par contre, avec cette proactivité, dès que, et donc Wavy, c'est un SaaS pour les salons de coiffure et instituts de beauté, j'ai mis en place ce système-là. Et dès qu'il y avait un client qui n'utilisait plus l'app, qui l'utilisait qu'à 50%, qui se connectait un jour sur deux, bah, ça voulait dire peut-être qu'il y avait un concurrent sur place. Et donc à ce moment-là, on l'appelait. Et on faisait un peu de questionnement. C'était, j'ai eu une alerte. Apparemment, il y a eu un problème et il y a peut-être 50% seulement d'encaissement ces derniers temps. Est-ce que je peux vous aider? Et généralement, à 90% du temps, c'est parce qu'il y a un concurrent qui est venu, il fait tester le produit, mais on ne le sait pas, d'accord? Mais on le sait grâce à ces triggers-là. Et de là, on peut le sauver parce qu'il va dire, ouais, mais moi, je teste Planity en ce moment et ils ont cette fonctionnalité. Mais là aussi, il a juste été mal onboardé, il n'avait pas cette information-là. On lui donne, ah bah c'est bon, alors tout fonctionne bien, j'ai pas envie de me faire chier, je vais rester chez vous. Et donc, Intéressant. Du coup, tu dis que faut pas avoir peur d'être Big Brother, de dire, bah, on a vu que clairement il y avait bien sûr, une évolution. au bout d'un moment, c'est la communication qui prime. Si on a peur, on va churn et on essaie de rattraper le churn, c'est pire. Par contre, de dire, ah, j'ai eu une petite alerte, apparemment, vous n'êtes pas connecté à votre TPE pendant 2 jours. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un problème de réseau, si c'était pas le TPE qui était cassé, parce que j'ai pas eu de remontée, moi, au support, et je voulais savoir s'il fallait qu'on vous en renvoie un. Et la personne, tout de suite, peut être gênée en disant, ah ben non, c'est parce qu'on en testait un autre. D'accord, bon, ça, c'est pas mon avantage que vous le fassiez, mais si vous voulez, vous allez voir en meilleur. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le nôtre? Comment on peut faire en sorte que on soit meilleur que l'un et que vous, tout de suite, une fois que je raccroche ce téléphone, vous mettiez le TPE de mon concurrent sur le côté et que vous rallumiez le TPE de Wavin. Et en fait, tout de suite, on a une communication qui s'instaure. Il est content, il va me dire les problèmes qu'il a jamais, et c'est ça le truc, on le dit tout le temps, si une personne appelle pour un problème, c'est qu'il y en a 10 qui ont le même problème mais qui ne se sont pas plaints. Et ben en fait, tout de suite, on va le détecter, on a le heal score, on le rattrape avant même qu'il soit vraiment mécontent ou alors qu'il soit content de notre concurrent, et bam, on arrête le churn. Euh, donc, c'est ça. Mettez en place des triggers avec votre tech sur votre outil, sur vos opérations. J'en parlais avec Stokos aussi hier. Stokos, donc, qui est une solution un peu à de stockage de plein de trucs, voilà, un peu à l'Amazon avec ses centres de stockage, etc. Je disais, dès qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la croissance voulue, par exemple, il avait une croissance estimée, il ne l'a pas, ou alors il y a une croissance continue, il ne l'a plus. Dès qu'il y a quelqu'un qui divise son utilisation, ses envois depuis vos entrepôts ou n'importe quoi, vous scorez, il part d'un score de 100 et vous mettez des triggers. C'est hyper simple.
toute la tech est capable. Ce n'est pas des trucs qui sont compliqués à la tech, hein. Et vous scorez juste leur donner un bon cahier des charges. Ça donne tant en score. Ça donne tant en score. Et derrière, quand vous l'appelez, si par exemple à la fin de l'appel, il dit ah, bah, c'est bon, je vais mettre le TPE de votre concurrent sur le côté. OK, on décoche, ça remonte le score. Et là, j'ai une map de 100% de mes clients par l'utilisation. Et donc, je sais 100% le hit score de mes clients. Ce n'est pas juste 12%, 8% en fonction du questionnaire. Et en plus, généralement, quand ils répondent, c'est biaisé. D'accord? Parce qu'il y a forcément un besoin de parler. Euh, et donc là, je connais la totalité du score de vie de mes clients. Je peux détourner, je peux avoir des incentives que je peux remonter à la tech que je n'aurais jamais eu avec ces questionnaires-là. Voilà, je sauve le panier moyen et c'est plus un saut percé. Top. Eh ben, merci beaucoup. Je te propose de passer aux questions, si ça te convient, que Vas-y. je vais réorganiser par vote. Attends, je ne les ai pas vus pour pas me C'est déconcentrer. moi qui ai posé les questions. Donc, n'hésitez pas à rajouter des questions entre-temps. Alors, la première question, est-ce qu'on peut avoir accès à la grille qualité que tu as communiquée précédemment dans ta Alors, partie précédente? ouais, vous pouvez y avoir accès, mais je fais mieux que ça. J'ai une équipe de 5 devs en interne aujourd'hui et ça fait une semaine qu'ils bossent sur un outil d'audit qualité, donc qui va reprendre cette fameuse grille, d'accord, mais qui va être un SaaS et qui va être gratuit, que je vais donner, en gros. Parce que j'en ai marre de tous ces centres ou tous ces clients qui le font avec des Google Sheets ou des Excel et qui sont juste horribles. Euh, donc là, on va avoir un vrai outil et pas un outil qui coûte 25 € par agent ou par collaborateur que vous avez par mois. Euh, donc ça va être très simple et ça va être très cool. Vous allez voir. Je pense que ça sort d'ici, si je suis optimiste, enfin si je suis pessimiste, d'ici 3 semaines, max. Et du coup, on fait comment pour rester au courant? Eh ben, dans tous les cas, je le mettrai sur mon LinkedIn, c'est sûr, parce que je serais hyper content de sortir ça pour la communauté qui ne l'a pas. C'est comme j'ai créé un outil de formation pour structurer des formations où aujourd'hui tout est sur du Notion, sur du j'en passe, des vidéos Loom et j'en passe. Ben là, on a créé un outil de formation. Eh ben, cet outil d'audit qualité, je mettrai le lien et il sera ouvert au public en tout cas pendant au minimum un mois. Donc, allez sur Jonathan Dacosta LinkedIn. Si vous ne trouvez pas, parce qu'il y a plein de Jonathan Dacosta, tapez Deliveroo ou n'importe quoi ou Get Human Call et vous me trouverez. Je viens de rajouter le LinkedIn, l'URL LinkedIn de Jonathan dans le chat. N'hésitez pas à le demander en contact. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Seconde question de Pierre-Antoine. Comment organiser la gestion des comptes clients entre l'équipe commerciale et l'équipe Customer Success? Alors, Pierre-Antoine, si tu es encore là, est-ce que tu peux préciser s'il s'agit de l'équipe Customer Success, Customer Support ou juste l'équipe suivie de clients? Et Jonathan, si tu veux commencer à répondre. Alors, comment diviser les comptes? Bah, ça va dépendre après de l'importance et du nombre d'interactions qu'il va y avoir forcément par AM. D'accord? Et puis après, derrière, il faut prendre en compte aussi le fait que les gars, ils vont partir en vacances et j'en passe. Il y a une sorte d'affinité déjà qui va se créer, généralement entre un AM et un sales, sa façon de vendre et sa façon d'accompagner. Si on n'a pas mis en place des bonnes méthodes de recrutement, il y a souvent des disparités entre des AM et des sales et d'autres qui s'entendent plus ou moins bien. Et après, par contre, ça peut créer des conflits, c'est que personne veut, par exemple, les comptes clients de ce sales-là. Mais là, c'est un problème donc avec le sales généralement qui close mal. Et pour la répartition, euh, c'est délicat. C'est délicat. Moi, je vois par rapport au touchpoint, souvent. Parce qu'en effet, il y a des comptes qui vont demander vraiment zéro touchpoint. Ça va être de la chance. Tout se passe bien. C'est des petits comptes. Il y a des comptes qui vont demander beaucoup de touchpoints. J'essaye de ne pas dissocier l'expérience. J'essaye de ne pas dissocier la qualité des clients. Quand je dis qualité, c'est généralement panier moyen. J'essaye de ne pas segmenter par rapport à ça. D'accord? On peut segmenter sur certaines spécificités et expériences. Je dis des bêtises, Wavy par exemple, et une personne qui avait de l'expérience en salon de beauté et qui est devenue CSM chez nous, bah ok, je vais lui donner plus de salon de beauté, je suis d'accord, VS Coiffeur. Mais sinon, j'essaye de ne pas segmenter parce que si on segmente, on va dévaloriser l'apprentissage d'un CSM, son épanouissement, la qualité qu'il va prodiguer, il va y avoir des conflits derrière. Et puis après, surtout, si on segmente trop,
va y avoir des disparités de touchpoint. Une personne qui va beaucoup travailler parce qu'au final, elle a tous les coiffeurs, et l'autre qui a le salon de beauté, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, très compliqué. Généralement, je segmente souvent au touchpoint. Nombre de touchpoints, je regarde. Si je vois qu'ils sont à peu près identiques sur la DMT qu'ils ont passé en communication et en action qu'ils ont eu, il y a toujours une personne qui va avoir, par exemple, moins 10%. Et ben à ce moment-là, le prochain compte, il est pour lui et je lui donne des comptes, etc., etc. Et j'essaye de jauger par rapport à ça. Donc, c'est en fonction des échanges qu'il a actuellement avec son portefeuille que Ouais, tu définis. OK. exactement. Par rapport au dernier, enfin, tu fais une moyenne sur les dernières 3 semaines. Bien sûr. Et tu te dis, OK, toi, tu as eu 1170 interactions, je dis une bêtise, hein, et toi, tu n'en as eu que 570. Tes comptes se portent très bien, c'est cool pour toi parce que tu les as depuis plus longtemps, mais on va te rajouter des comptes parce que sinon, l'autre, il est surchargé, tu vois. Pierre-Antoine, est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce que tu veux qu'on aille un peu plus loin sur soit les tâches pour chaque département ou, je ne sais pas, dis-nous dans le chat. Je passe à la question suivante et on reviendra à ta question, Pierre-Antoine, si on a répondu de manière incomplète. Alors, Jonathan, je sais que tu es fan de ChatGPT. D'ailleurs, on a eu le temps d'en discuter pendant la préparation de notre webinaire, dont le descriptif a été fait par ChatGPT grâce à Jonathan. Alors, dis-moi, quelle est la place pour toi de ChatGPT dans la place du job de Customer Success Management? Elle est grande. Elle est grande, elle va pas aider aux interactions avec le client, mais elle peut aider à épanouir, on va dire, le collaborateur, donc le CSM, dans son job. C'est tout bête, mais il y a certains clients que j'ai, et je me considère un peu comme un CSM parce que je fais ce rôle-là avec nos clients. J'accompagne sur la suite, etc. Hier, j'ai appelé un de mes clients parce que ça avançait pas assez vite sur un truc, enfin voilà, etc., etc. Je fais le rôle de CSM en ce moment. Euh, et ben en fait, il y a certains clients, quand je veux leur écrire un mail, je veux que ça soit, par exemple, plus formel. Et j'ai du mal, je suis quelqu'un qui est très, voilà, et je veux que ça soit plus formel, bah, je vais demander à ChatGPT de m'écrire le mail que j'ai écrit en plus formel. Si un CSM a du mal parce que c'est un client qui est, je sais pas du tout dans sa façon de communiquer, il peut demander, par exemple, s'il veut créer un fichier de suivi de ses clients que l'entreprise n'a pas mis en place, et ben des formules pour son Google Sheet, s'il a du mal avec Google Sheet. Il peut lui demander des conseils j'en sais rien, d'écrire des macros, d'écrire des variantes à un message qu'il va envoyer sur les différents clients, etc., etc. En fait, c'est juste un outil, mais pas que pour les CSM, qui peut permettre d'accroître sa productivité, d'améliorer certaines faiblesses qu'il a, Google Sheet, écriture. Euh, ouais, c'est un outil qui va l'aider. Par contre, comme je l'ai dit au début, euh, ça peut inquiéter le métier de support d'avoir un chatbot sur un site internet où on lui rend toute la base de données de la FAQ et que là, c'est ChatGPT qui va répondre. En effet, il sera assez bon, Mm. généralement. Et donc, ça va petit à petit prendre un peu plus de part, un peu comme Talkia, pardon, qui sont assez bons sur l'intelligence artificielle des chatbots. D'accord. Mais là, on va vraiment évoluer dans ce step-là. Par contre, un CSM, la relation quand on appelle un client en lui disant votre enfant il est plus malade, euh, on aura du mal à la confier tout de suite. Je dis bien maintenant seulement, hein, parce que ça se trouve dans 5 ans et déjà aujourd'hui, si on lui rentre l'information que le client, la dernière fois qu'on l'a eu en appel, il avait un enfant malade et il va peut-être le faire. D'accord. Mais en tout cas, pas à moyen terme, pas à court terme. Je vois Mehdi qui rebondit dans le chat en disant qu'il l'utilise au quotidien, préparation des réunions, synthèse des notes pendant les calls, reformulation des emails. Euh, c'est un Oui, bon point. la synthèse des vidéos et des calls, ça, c'est la plus grosse dinguerie que j'ai vue en effet ces derniers mois. Ça découpe. On a des outils d'IA qui vont, si on fait un visio par exemple pour accompagner le client ou le former sur un outil, on peut lui faire un découpage. On peut, par exemple, le premier call d'introduction où on va apprendre un peu plus sur le client, et ben automatiquement l'IA va nous découper, va nous retranscrire des informations à l'écrit sur la fiche CRM du client, et ça peut être dinguissime. Ça nous fait gagner du temps, ça nous évite de noter pendant que le client parle et donc d'oublier des informations ou d'être moins attentif, et j'en passe. En effet, l'IA, il y a des utilisations de dingue. De dingue.
Qu'est-ce qui explique, selon toi, l'enrichissement ou l'évolution du métier de Customer Success? Euh, Bah, c'est les besoins des entreprises qui ont évolué, tout simplement. Avant, on était très terre à terre, hein. De toute façon, c'était vente et vente. Après, on a eu le marketing qui s'est mis à la vente. Et puis maintenant, on a les CSM qui se mettent à la vente. C'est l'évolution du besoin, c'est du besoin client qui a fait évoluer les entreprises, qui a fait évoluer forcément les postes. On devient un peu plus poulpe aussi. En effet, on n'est plus old school où tout était segmenté avec la secrétaire à l'entrée de l'entreprise. Désormais, ça change vraiment et tout le monde est capable de tout faire. Et un CSM, principalement, comme je l'ai dit, entre les deux, entre la vente et le support pur, il y a un gouffre de besoins qui s'est créé avec le besoin client qui nécessite peut-être plus d'attention, plus d'humanisation. Plus on automatise, de toute façon, certains pans, et plus on va avoir un besoin de valorisation des autres et d'humanisation des autres. Donc, c'est pas négatif. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est juste une évolution du besoin client. Euh, le besoin client, c'est que il a horreur d'être appelé pour, enfin, d'appeler pour du support. Il trouve que c'est une intrusion. Il préfère un chat. Limite, et donc il préfère aussi le self-care. Par contre, sur comment utiliser un outil, il aime bien être appelé, il aime bien avoir une petite formation, être reconnu sur tout ça, être reconnu et donc d'avoir cette information. Donc voilà pourquoi l'évolution, c'est juste l'évolution basique. Et je pense que dans 5 ans, on peut avoir la même question. On aura structuré avec des écoles et il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Et voilà. Top. Comment rassembler des informations qualité sur le client quand on reprend un client existant en tant que CSM? Alors, et dans cette question, on sous-entend qu'on n'a pas d'informations avant? Supposons que on reprend un client qui était chez un autre CSM et qui n'a pas fait le boulot dont tu parlais précédemment, à savoir le contexte de l'entreprise, Historisation. mais également le contexte individuel du decision maker, du champion. C'est un peu compliqué. Comment on fait pour ne pas dire, en évitant de dire ah, je suis nouveau, je ne sais rien sur vous. OK. Donc déjà, on a la data. Comme j'ai toujours dit, on peut connaître un client avec sa data. On va voir la tech, on va voir n'importe qui. On lui dit c'est quoi son panier moyen, depuis quand il est là, est-ce qu'il a eu des interruptions, est-ce que nana. Et on a ça par rapport au produit, donc ça global picture. D'accord? Il est dans la moyenne de nos clients, il est là depuis 1 an et demi, il n'a pas contacté le support, et ça, on a une trace généralement, quand même, j'espère, à minima. Parce que c'est de la data. Donc, on a les traces. Il a envoyé 3 emails parce qu'on a recherché dans Zendesk avec son email. Il a envoyé 3 emails. Les 3 emails, le dernier, il date de 6 mois. Enfin, on a de la data. On va chercher la data. D'accord? Mais on ne l'a pas contacté parce qu'on n'avait pas de CSM et donc on n'a jamais fait d'upsell cross-sell. Et donc, d'un seul coup, on va faire de l'upsell cross-sell et donc on recrute des CSM qui font ça. Et là, on est obligé de l'appeler pour la première fois depuis 1 an et demi. Euh, eh ben, on se présente. On dit bonjour, je suis Jonathan. Sachez que maintenant, vous avez un chargé de compte qui va vous suivre tout au long de votre parcours de vie chez nous. Et c'est super parce qu'on va apprendre à se connaître. Et donc, moi, je suis dans l'entreprise depuis un petit moment et je vais suivre des comptes qui sont très importants depuis plus d'1 an chez nous. Et vous en faites partie. J'ai vu que tout se passait bien. Vous aviez eu un petit truc il y a 6 mois et que j'ai lu un petit peu le rapport et que ça s'était résolu. Donc, par rapport au support, est-ce que vous avez d'autres suggestions à améliorer? Et là, d'abord, on se présente, on fait un peu formel, et puis après, on devient un peu plus friendly, on pose des questions, et puis bah, ça vous dérange pas, on se prend 2 petites minutes parce que j'ai l'impression de ne pas vous connaître, et donc on va se poser des petites questions, et je voulais savoir, vous êtes toujours en région parisienne, et paf, on peut poser des questions. Et là, on historise. Là, on Ouais. historise, on marque tout, mais c'est question de relationnel, d'empathie, c'est pas très compliqué. C'est pour Alors, ça que il y a toujours cette petite fibre pour moi où un bon commercial généralement fait un bon CSM, ça a une petite fibre commerciale, quoi. bien sûr. Ça me permet de passer à la question suivante qui est quel genre d'infos rassembler? Tu me dis on historise, tu as raison, sur le CRM. Quel genre d'infos tu vas essayer de choper déjà? Donc, évidemment, tu as parlé de la ville, du nombre d'enfants. Est-ce qu'il y a des informations indispensables à rassembler d'une part? Et en fait, sur ton CRM, tu le ranges où?
j'imagine que déjà, on a tous des structures différentes sur Salesforce. C'est assez compliqué. Est-ce que tu le ranges sur des notes? Est-ce que tu le ranges au niveau du compte, au niveau du contact? Comment tu fais ou quelle structure tu mets en place pour tes CSM pour retrouver facilement l'information avant chaque réunion? C'est dans le CRM, dans la fiche client. Euh, les informations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. Il y a le type information qui va être purement professionnel et information qui va être purement relationnelle. D'accord? Le professionnel, il faut le structurer parfaitement. Mais quand je dis parfaitement, c'est structurer le besoin, enfin le client classique, donc quelle est la version qu'il utilise, quel est son chiffre, enfin, son panier moyen, enfin, tout ça c'est structuré, mais aussi structurer professionnellement les futurs besoins qu'on peut lui proposer. D'accord? Et donc pour ça, il faut réfléchir avant même les premiers calls et donc de dire voilà, tous les clients qui sont dans cette tranche-là, on a la capacité de leur proposer ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là. Et donc, lors de l'appel, essayer d'auditer pour cocher potentiellement le besoin qu'il aura dans 3 mois. D'accord? Mais c'est pas, ah, apparemment, il y aura peut-être une nouvelle vendeuse qui arrive et donc il faudra. Non, c'est besoin, il aura besoin ajout d'une tablette supplémentaire dans 3 mois et on marque tout, on historise bien le besoin. Et ça, il n'y a pas de place il y a pas de place à l'erreur. D'accord? Il n'y a pas de place à du juger. Et après, derrière, en dessous, généralement, il y a aussi l'historisation des contacts, hein, mais ça, c'est du classique. Et en dessous, on a tout ce qui va être relationnel. OK? Et là, par contre, on peut pas mettre des cases, on peut pas marquer est-ce qu'il a des enfants parce que parfois c'est trop personnel. C'est un cas sur 100 qui va nous parler de ses enfants ou de ses chiens. On peut pas mettre qu'il habite dans telle ville, on peut pas mettre qu'il adore la glace parce qu'il nous a dit qu'il était en train de manger une glace pendant qu'on était au téléphone, au chocolat. Enfin, donc pour ça, il y a la partie écriture manuscrite, d'accord? Enfin, manuscrite, écriture, libre, d'accord? Un verbatim libre et il peut être modifié même par d'autres personnes de la boîte, d'accord? Ajouté, classé, historisé et c'est généralement le truc le plus fun à lire et que j'adore à chaque fois qu'avant de faire un appel, c'est de dire ça et de savoir qu'il adore la glace au chocolat et que je me dis: «Putain, mais je vais jamais réussir à le caler dans le call». Tu vois? Non, mais c'est bête, mais c'est vrai, parfois il y a des informations, tu te dis: «Mais j'arriverai jamais à l'exploiter». Hem, mais bon, c'est ça. Donc marquer le maximum d'informations qu'on a, c'est cool et sinon c'est, bien structurer tout ce qui est par contre professionnel pour qu'on n'ait pas de place au hasard si ça doit être retranscrit, qu'on puisse faire des classifications, des campagnes spécifiques pour certains produits, des campagnes spécifiques pour certaines deadlines, qu'on puisse prévoir du chiffre d'affaires potentiel en fonction de nos pourcentages de vente. En fait, la partie pro, ultra structurée, rien laissé au hasard. La partie perso, c'est du relationnel, donc forcément, c'est Bien sûr. personnel. Trop bien. Eh ben, écoute, Jonathan, il ne me reste plus qu'à te remercier. Il nous reste 5 minutes, le temps pour Ça notre. passe vite. Déjà, merci beaucoup. C'était très riche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai énormément appris. Donc, merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as bien voulu partager. Euh, Mehdi dit qu'effectivement, le commercial doit également noter les informations pour une passation quali. Bien sûr, indispensable. Mais c'est toujours la bagarre, de toute façon, on le sait toujours. Exactement. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci à Jonathan pour ton temps et ta participation. De notre côté, on se retrouve le mois prochain, donc le 19 avril. Commencez à noter la date. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er avril pour un webinaire à propos de la récompense et des cadeaux clients, le ROI et le ROI qu'on peut retirer des cadeaux clients. Et ce sera avec Maxime de chez Panoply. Ok. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir.